Bienvenue. Bienvenue à cette seconde édition du Festival Ocean Climax et bienvenue à cette seconde édition des forums du Festival Ocean Climax. Ces forums, ils ont de nombreuses fonctions, on va vous en parler. La première d'entre elles est de prendre du plaisir tous ensemble, à écouter des gens qui vont nous éclairer, j'espère, sur des enjeux formidables. Je fais un rapide salut aux internautes. Merci de nous suivre en ligne. On essaiera de revenir vers vous de temps en temps. Je signale aux internautes et à la salle, pour tous ceux qui seraient un peu tweetos dans l'âme, en langage local, tweetos ça veut dire... mais bon, pour tous ceux qui veulent envoyer des tweets, le tweet officiel du festival, c'est #OceanClimax, Océan Climax avec un X à la fin. Voilà, et la dernière chose, lors des talks, lors de nos différentes interventions, nous prendrons aussi des questions des internautes et des tweetos. C'est juste que ce matin, là encore, on ne le fait pas dès ce matin. Donc n'hésitez pas, à partir du moment où on le signalera, à passer aussi vos questions via Twitter. Je crois que je vous ai tout dit pour la partie pratique. Il me reste à vous souhaiter, je suis ravi de voir la salle comble. Il me reste à passer la parole au maître des lieux, MC Philippe Barre, qui va vous expliquer aussi pourquoi on est dans cet endroit, au sens large, au sens de la pièce, et ce qui nous entoure. Parce que Océan Climax, c'est un concept fort auquel on tient, et je lui passe la parole pour qu'il en parle. Bonjour et merci d'être là. Merci Stéphane Lakshak qui est le directeur général de Surfrider Europe, sans qui on n'aurait pas fait ce festival, avec également Franck Bastia qui sont venus l'année dernière nous proposer lors des 25 ans de Surfrider Europe de créer un festival qui donne du sens, pas juste pour fêter un anniversaire, avec des enjeux qui étaient la COP21 l'année dernière, mais les enjeux ne s'arrêtent pas, on le voit bien aujourd'hui. Donc on est ravis de vous avoir aussi nombreux ce matin. Je suis particulièrement ému de voir autant de jeunes, parce que ce qu'on essaye de faire ici, on le fait avant tout en pensant à vous, parce que la terre qu'on est en train de vous laisser, l'atmosphère au sens global du terme qu'on est en train de vous laisser n'est pas acceptable. Et de vous voir aussi nombreux, les plus jeunes à nos côtés ce matin, moi ça me touche énormément. On va essayer d'être digne de votre présence et de votre confiance. Voilà, et j'espère que vous trouverez ce matin et tout au long du festival peut-être des réponses à vos questions, des inspirations à vos attentes. On essaye de faire tout ça pour y répondre. Dans cette pièce, vous pouvez voir pas mal de photos. Ce sont les photos de John Sacré, qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans une expo qu'on a montée qui s'appelle Tous Migrants. Cette expo que l'on a montée grâce au soutien du conseil départemental de la Gironde et qui va tourner ensuite dans les collèges, et de pouvoir mélanger cette exposition qui fait sens à ces conférences qui sont le fruit d'un travail important avec Surfrider et Emmaüs Gironde, et le soutien de la nouvelle grande région Aquitaine qui nous a permis de monter tout ce cycle de conférences. On est vraiment content de pouvoir mélanger la façon de toucher les gens, d'éveiller les consciences ou de raviver la flamme. Donc cette exposition Tous Migrants, elle va comprendre pas mal d'interventions polymorphes tout au long de la journée et du festival. Vous pourrez la voir dans la caserne Niel. Juste pour présenter très rapidement le travail de John Sacré, c'est 6 ans de travail autour du monde, plus de 1200 photos. Son travail s'appelle My Room parce qu'il prend des gens en photo dans leur chambre ou dans ce qui leur sert de chambre à travers la planète. Et pourquoi on l'a appelé Tous Migrants aussi, cette grande exposition, c'est qu'on considère que dans la grande histoire de l'humanité, même si on n'est pas tous des réfugiés, on est tous des migrants, tous issus des grandes migrations. Et qu'aujourd'hui, dans
dans la question, l'actualité qui nous touche, notamment beaucoup en Europe, d'accueillir des gens qui fuient l'horreur, eh bien, il faut se rappeler qu'on vient tous de la même histoire et qu'on fait tous partie de la même grande famille de l'humanité. On a la chance d'avoir Nicolas Hulot à nos côtés. Merci Nicolas d'être ici avec nous. Tu nous as alertés en disant mais où est passée notre humanité? Et c'est répondre à cette question aussi que d'être là avec toi aujourd'hui. Donc on espère enclencher des choses autour de ça, en plus du combat qu'on a commencé à mener pour essayer de limiter l'emballement climatique qui est déjà en cours. Voilà. Donc merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne matinée d'échange, très riche. Et puis je vous invite aussi à découvrir tout le reste du festival et à venir aussi dans sa partie festive qui est tout aussi alléchante, les concerts ce soir, demain et même jusqu'à dimanche en soirée. Voilà, à très vite, merci. Et alors, Philippe est effectivement donc Philippe Barre, créateur fou de ce lieu et de plein d'autres choses. Fou au sens sympathique. Peut-être pas, au sens vraiment... non. Donc grosso modo, il a mentionné Emmaüs. Pascal ne pouvait pas être là avec nous ce matin. Si tu peux nous dire aussi un mot de ce que vous avez mis en place avec eux, du travail formidable qu'ils font, ce serait sympa parce que ils ont abattu un travail, tu parlais des gens dans la détresse, voilà. Oui, tout à fait. En fait, l'année dernière, quasiment à la fin du festival, on avait monté des infrastructures pour le festival avec des tétrodons, des bungalows qu'on avait récupérés. Et en plein début de crise des migrants, comme on l'appelle, cette crise, on s'est dit mais c'est vraiment trop con d'avoir ces infrastructures, de les démonter, et alors qu'il y a tant de gens qui arrivent sur nos plages et qui n'ont pas de lieu où aller, alors qu'on a des gens dans la rue chez nous aussi, des SDF, des gens dans la précarité. Et avec Pascal Lafargue d'Emmaüs, on a proposé à Alain Juppé, à la sortie de cette table ronde, de les conserver et de monter un village de logement d'urgence. On a accueilli tout au long de l'année plus d'une vingtaine de réfugiés, de SDF, de gens dans la précarité qui sont toujours avec nous aujourd'hui. L'intégration s'est formidablement bien passée. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que de créer des zones d'accueil dans des petits formats est bien plus efficace que de créer des grands camps où la concentration humaine de gens qui arrivent et qui fuient l'horreur, la misère, à l'échelle de ce qu'on peut voir à Calais, c'est des solutions qui créent tellement de tensions, qui créent du communautarisme, des tensions identitaires, ethniques, de la violence, de la mise en place de l'exploitation créée par des systèmes mafieux. Et alors que si toute la société civile se met en branle à des tout petits niveaux, comme le fameux colibri de Pierre Rabhi qui bat ses petites ailes pour éteindre l'incendie, eh bien, on a pu voir, nous, cette année, qu'à notre toute petite part, on arrivait à intégrer les personnes qui sont venues avec nous. Aujourd'hui, elles font partie de la famille de l'écosystème Darwin. C'est très, très mélangé au niveau des origines. Et on a été tellement enthousiasmés par cette action qu'on a menée, qu'on s'est dit, il faut prolonger ça avec, en caisse de résonance de l'Ocean Climax Festival, et c'est pour ça que Emmaüs a rejoint Surfrider pour être la deuxième caution de ce festival, avec Surfrider sur la question climatique, avec Emmaüs sur la question de la solidarité et du partage. Et on vous incite tous à essayer de monter des collectifs dans vos quartiers, chez vous, pour créer cette solidarité à tous les niveaux de la société. Voilà. Et demain, on aura l'alerte de Darwin, on vous en parlera plus tard, qui va parler de tout ça. Allez, bonne conférence. Merci Philippe. Philippe a mis le pied dans les valeurs qui portent ce festival, des valeurs du vivre ensemble, des valeurs menacées plus que jamais aujourd'hui par beaucoup de choses. On va en parler lors de ces forums. Les valeurs du vivre ensemble, c'est aussi essayer de lutter contre des simplismes. Aujourd'hui, tout le monde a tendance à chercher un peu un responsable, un méchant, et il y en a plein.
Ce festival, c'est une hybridation. L'idée, c'est qu'il y a des moments où on doit être tous ensemble à faire des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rester de temps en temps chacun dans nos coins, dans nos responsabilités et dans nos rôles. Donc c'est vrai que les ONG, les entreprises, les institutions, les associations, les skateurs, les graffeurs, je ne sais pas si c'est des catégories socio-professionnelles, mais voilà, on est tous ensemble ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas notre petit bout de chemin, chacun de notre côté à des moments et qu'on s'oppose. Mais ce n'est pas possible aussi de faire des projets fédérateurs sans qu'on soit tous ensemble. Donc on remercie tous ceux qui ont contribué à ça. Et puis donc je vais passer la parole. J'évoquais le fait qu'il y a des moments où on doit être tous ensemble. Les gens ont besoin de croire à ces moments-là. J'appelle sur scène Nicolas Thierry, qui est le vice-président de la nouvelle région Aquitaine, ou de la nouvelle région Aquitaine, qui va vous expliquer pourquoi la région a justement décidé institutionnellement de soutenir un projet comme Ocean Climax. Bonjour à tous. Bon, j'ai le difficile rôle de l'institutionnel que tout le monde redoute un peu, surtout à 9 h du matin. Et je suis aussi conscient que ce n'est pas le Nicolas que vous attendez, donc je vais essayer de ne pas être trop long et essayer d'être le plus clair possible. Plus sérieusement, je suis déjà très heureux d'être ici. Je l'ai exprimé hier assez rapidement, mais effectivement, vraiment, le partenariat avec la région et Darwin est naturel. Et je vais d'abord commencer par les remercier, un remerciement particulier à l'équipe de Darwin, qui, au-delà de ce festival, est déjà devenu indispensable, porte toute l'année une énergie pour notre région, pour notre territoire, très précieuse et surtout beaucoup d'optimisme, chose dont on a évidemment plus que jamais besoin. L'écosystème Darwin, c'est la démonstration qu'effectivement, qu'avec détermination, esprit collaboratif et de la volonté, tout est surmontable. La preuve, vous l'avez autour de vous. Il faut des défricheurs sur le terrain qui combattent l'action locale et qui combattent cette espèce de fatalisme ambiant qui nous plombe au quotidien. Et je trouve que Darwin ouvre des voies d'espérance, ose, et que effectivement peu de gens aujourd'hui tentent, et en premier lieu les institutions qui aujourd'hui sont un peu, il faut le dire, un peu dépassées par la complexité des problématiques et effectivement ont moins de souplesse en termes d'action que des acteurs comme Darwin. Et effectivement, c'est donc très précieux pour une institution comme la région Aquitaine, qui est déjà une grosse institution, de pouvoir passer un partenariat avec Darwin pour effectivement revenir vers les territoires et mettre en avant les acteurs locaux, et c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois, dans absolument tous les départements. Et j'espère qu'effectivement, cette hybridation entre une grosse institution et un acteur comme Darwin va pouvoir participer à faire bouger les lignes. Donc merci à Darwin et merci à eux en tout cas d'être ce qu'ils sont et de faire ce qu'ils font, vraiment. Alors ce premier talk est consacré à l'impasse vers laquelle nous conduisent les énergies fossiles. Et finalement, c'est un sujet qui devrait être sur le haut de la pile des priorités de chaque responsable politique ou de chaque candidat aujourd'hui à la plus haute fonction, puisque c'est l'actualité. Inutile d'en dire plus, mais vous le remarquez tous, on ne va pas se raconter l'histoire. Vous pouvez apprécier chaque jour le renversement qui s'opère dans le discours public, en tout cas quant à la place du superflu et de l'essentiel. On pourrait discuter longtemps de ce problème de hiérarchisation, en tout cas des priorités, dans le discours aussi bien médiatique que politique. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je pense que ça mériterait d'être traité. Ça pourrait être l'objet même d'une conférence. Pourtant, les événements aujourd'hui que l'on vit tous collectivement, qui jalonnent ces derniers mois, j'ai envie de dire, sont à la fois marquants, encourageants et inquiétants. Encourageants parce qu'il y a eu un accord sur le climat en fin d'année. Il y a quelques jours, la Chine et les États-Unis ont ratifié l'accord. Il y a encore très peu de temps, les 30 plus grandes villes de France ont effectivement lancé un appel pour que l'accord de Paris soit respecté. Et dans le même temps, on sent bien que le sentiment d'urgence est de plus en plus pressant, que même l'année 2016 va être l'année la plus chaude depuis que les températures ont été relevées en 1880. On lit dans la presse qu'en Sibérie, le permafrost fond et qu'on a des risques de libération de virus. Ça a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps. On pourrait dire effectivement aussi, on peut parler de biodiversité, on peut voir aussi que,
et les études, il y a encore une étude du CNRS très récemment qui vient de le montrer, qu'il y a une grande difficulté pour les espèces à migrer et à s'adapter à la rapidité du changement, et qu'il y a un risque d'accélération de l'érosion et qui est déjà aujourd'hui extrêmement grave. Et évidemment, on pourrait continuer longtemps cette liste, et c'est sans parler évidemment de toutes les catastrophes naturelles qui s'accélèrent aux quatre coins du globe et qui impactent effectivement les plus fragiles, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est ceux aujourd'hui qui émettent le moins de gaz à effet de serre, population ou pays, qui sont quand même le plus impactés par le changement climatique et finalement par nos modes de vie. Nicolas le dit assez souvent, c'est l'ultime injustice finalement. Alors tout cela donne l'impression que l'humanité est comme une pièce de monnaie, un peu qui virevolte sur la tranche et qui hésite encore sur la face sur laquelle elle va tomber. Le pire serait de basculer dans le climato-fatalisme. Après avoir vaincu, je pense, quasiment vaincu le climato-scepticisme. On est à un point de bascule, à mon sens en tout cas, on est à un point de bascule de l'histoire, un carrefour à haut risque, très haut risque pour Homo sapiens. Et je reviens encore sur un fait d'actualité qui a quelques jours, et ça l'illustre assez bien, le fait même que les géologues, qui sont les gardiens du temps très long par essence, plaident pour que l'on remplace l'ère géologique actuelle, l'Holocène, par l'âge de l'homme, l'Anthropocène. Ça marque assez bien et ça en dit assez long sur la gravité du moment qu'on vit. Parce que c'est quand même la communauté de scientifiques qui, aujourd'hui, est le gardien du temple, qui réfléchit sur des millions d'années, et que eux proposent un changement d'air, montre bien que la situation s'accélère. Une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on a posé ce constat un peu alarmiste, mais à la fois, il me semble, assez lucide, il y a deux attitudes possibles. Soit on alimente les discours prédisant la fin du monde, c'est une option, soit on considère que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Moi, j'ai choisi cette deuxième option. En tout cas, c'est ce qui, moi, fait la colonne vertébrale de mon engagement politique. Alors, je pourrais m'attarder longtemps sur les aspects techniques, ce que fait le Conseil régional pour le dérèglement climatique. J'en dirai un mot rapidement tout à l'heure, mais je l'ai dit en préambule. Je pense qu'on va essayer de rendre ce discours un peu plus dynamique que vous faire une litanie de dispositifs techniques. J'ai plutôt envie, moi, de vous dire et de vous parler, en tout cas d'essayer de l'exprimer, de vous expliquer la manière dont je perçois le monde aujourd'hui, le moment qu'on vit en tout cas, car vous le savez, inverser la tendance du règlement climatique, se passer des énergies fossiles, ça nécessite de repenser notre modèle de manière globale. Et donc, ça nous oblige à nous questionner sur le sens que nous donnons au monde dans lequel nous vivons. Il faut se rappeler que la famille humaine a déjà vécu ici, en Europe, voici quelques siècles, la fin d'un monde que beaucoup déjà à l'époque prédisaient et considéraient comme la fin du monde, alors qu'en réalité, nos ancêtres vivaient ce qu'on appelle aujourd'hui le début de la Renaissance. Les parallèles entre cette période et l'époque qu'on vit aujourd'hui sont nombreux. Je pense qu'on peut au moins trouver 4 points communs qui sont assez éclairants et assez instructifs pour le moment qu'on vit, et en tout cas qui peuvent nous servir de miroir au moment qu'on vit et dans l'espèce de confusion dans laquelle on évolue tous. Tout d'abord, moi, il me semble que la Renaissance a vu naître une technologie de communication, l'imprimerie mécanisée, dont l'impact a eu certainement un impact comparable, en tout cas, aujourd'hui à ce qu'a eu Internet au XXIe siècle. Dans les deux cas, le savoir, qui pouvait être effectivement détenu par un petit nombre, a pu être beaucoup plus partagé, en tout cas. Et c'est cette nouveauté, comme les réseaux sociaux aujourd'hui, ou le collaboratif, ou Internet, ça bouscule les lieux de décision et l'organisation pyramidale du pouvoir. Je suis bien placé pour le dire, même si mon mandat est récent, je vois bien qu'on ne peut plus, et heureusement d'ailleurs, on ne peut plus faire de politique comme on le faisait, et que la diffusion de l'information et la prise de conscience et tous les modes de diffusion de l'information aujourd'hui bousculent vraiment cette organisation pyramidale. Et c'est une excellente nouvelle
je pense, pour la transition écologique. Parce qu'il faut se dire les choses. Si la transition énergétique ne se fait pas, et je pense qu'il faut savoir le dire aussi, c'est parce qu'il y a une petite caste techno-bureaucratique qui, depuis des décennies, gouverne les questions énergétiques, et ceci depuis vraiment trop longtemps. Et on peut prendre des exemples. On peut voir le sujet du charbon, on peut voir le sujet du pétrole, on peut voir le sujet du nucléaire. Tous ont été poussés à l'extrême, toujours dans une logique mono-énergie. Du coup, l'ouverture et la diffusion des connaissances est aujourd'hui, je pense, un élément fondamental. Ensuite, la Renaissance, comme à notre époque, elle est marquée par la violence et en même temps la création. Évidemment, on connaît tous Léonard de Vinci, Copernic, les peintures italiennes, les peintures flamandes, les châteaux de la Loire. Et on oublie aussi assez vite qu'à la même époque, les Amérindiens étaient exterminés, que l'esclavage était à son comble, que les guerres de religion ou l'Inquisition faisaient des ravages. Et violence et créativité dominent en fait toutes les époques, très souvent en tout cas, et ça les caractérise, les périodes de transition. Et on va devoir combiner effectivement aujourd'hui des enjeux de long terme et la gestion des souffrances à court terme, si on souhaite une issue heureuse à la crise que nous vivons. Autre point, je pense qu'il y a aussi une question d'appréhension géographique qu'on pourrait comparer à la Renaissance. À la Renaissance, il y a eu une appréhension géographique où on a une sensation, avec les nouvelles découvertes, le nouveau monde, etc., que le monde était illimité, que le monde était immense. Au XXIe siècle, au contraire, on est en train de se rendre compte, de prendre conscience en tout cas, de la finitude du monde et de ses ressources. Nicolas le dit souvent, et c'est une phrase que je trouve très claire, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'on pilote la rareté des ressources, si on veut, autrement la pénurie va nous attendre. Et c'est précisément ça aujourd'hui qui est en train de se jouer. Même s'il faut arriver à faire encore partager ce constat, parce qu'il y a toujours cette espèce de fantasme de on s'en sortira par la technologie, on puisera toujours de plus en plus profond, et on trouvera toujours des solutions technologiques, qui à mon sens est une impasse. Enfin, le dernier point que je citerai, toujours en termes de comparaison, c'est que les vérités qui semblaient immuables à la Renaissance, en réalité, ont volé en éclats. On pensait que la Terre était plate, que le Soleil tournait autour de la Terre, mais ces certitudes ont volé en éclats aussi bien avec les certitudes du Moyen-Âge, en tout cas. On volait en éclats avec Copernic et Galilée. Aujourd'hui, en fait, on commettait des erreurs assez aveugles, en fait. On était enfermés dans des dogmes, et aujourd'hui, je pense qu'on peut comparer... on vit la même chose, c'est-à-dire on détruit aveuglément l'environnement en pensant que le seul moyen de développer nos économies, c'est de se comporter en prédateur sur les ressources naturelles. Et ça, je crois, moi, sincèrement, et en tout cas c'est très probable, que nos enfants jugeront cela incompréhensible et sûrement profondément archaïque, autant en tous les cas, autant que nous, aujourd'hui, on peut juger certaines croyances qui existaient en tout cas et qui étaient antérieures à la Renaissance. Alors cette comparaison avec la Renaissance, même si elle peut être un peu longue, et je m'en excuse, est importante quand on doit tirer la conclusion qu'on n'a pas une révolution à mener, mais on a une métamorphose à mener. Et je reprends ce terme d'Edgar Morin, qui est d'ailleurs le parrain du festival, et je pense que c'est plus une métamorphose que l'on doit faire, effectivement, qu'une révolution. Tout commence, on le sait bien, on le voit, et ça a toujours été pareil, par des messages déviants, marginaux, des signaux faibles, tels qu'on les appelle en prospective. Mais ils sont toujours, et très souvent en tout cas il faut l'espérer, c'est le prélude à un changement de voie. Je pense qu'on en est aujourd'hui ici, à ce moment-là. Et moi, c'est l'approche en tout cas que j'essaie d'avoir et la philosophie que j'essaie d'entretenir, en tout cas personnelle, et c'est comme ça que j'appréhende mon mandat de jeune élu. Enfin, jeune à la fois parce que c'est mon premier mandat, mon tout premier mandat, qui est récent, qui a 6 mois, et à la fois, pas jeune objectivement, mais jeune en comparaison avec l'âge moyen de la classe politique. Voilà. Donc c'est pas objectif, mais c'est plutôt à titre de comparaison. Bon, je vais maintenant vous parler quand même un peu de notre nouvelle région. Autrement, je vais me faire disputer. Il faut quand même que je dise un mot sur notre institution. Alors, cette nouvelle région, elle est toute récente, c'est le fruit de la fusion des ex-régions Aquitaine, Poitou-Charentes
et Limousin. Et là, cette région a une caractéristique, et l'Aquitaine particulièrement, l'ex-Aquitaine, c'est que c'est la région qui s'est le plus réchauffée en France au cours du XXe siècle, avec précisément 1,1 degré, ce qui est considérable et extrêmement alarmant. Et face à cela, le Conseil régional a mené un travail de prospective et qui est, je pense, c'est pas de l'orgueil que de dire ça, c'est juste un fait, et je pense, j'espère que les autres régions le feront. Il y a eu un travail assez unique qui a été fait en Europe, qui est la mise en place d'un GIEC régional. Alors ce rapport a été déjà finalisé pour l'ex-Aquitaine, et c'est intéressant parce que ça nous permet de nous projeter dans le monde qui vient, et en tout cas ça permet de projeter le territoire régional et de l'imaginer, enfin en tout cas de savoir à quoi il va ressembler avec 2 degrés de plus. Alors que dit ce rapport qui a rassemblé pas moins de 163 scientifiques? Il y a quelques éléments marquants. Hein. Bordeaux, dans 35 ans, aura le climat de Séville aujourd'hui. La Garonne, que vous voyez couler aujourd'hui tranquillement sous le pont de Pierre, verra son volume d'eau divisé par 2. Il faut également penser que la forêt landaise, qui est le plus grand massif forestier cultivé d'Europe, va faire face à l'invasion de nouveaux parasites, à des incendies récurrents, à des tempêtes plus fréquentes, et c'est un enjeu écologique mais aussi d'emploi. Il va falloir anticiper, et c'est là qu'on voit que tout est lié, puisque c'est lié quand même à 40 000 sylviculteurs et 34 000 emplois directs. Et là, on a une perspective d'adaptation sur 2 ou 3 décennies. Donc je pourrais continuer à vous évoquer des chiffres un peu clés, mais vous imaginez à quoi ça va ressembler avec 2 degrés de plus. Et je pourrais vous parler de la vigne aussi, où effectivement, dans 20 ans, les vendanges se feront en plein milieu de l'été, ce qui va impacter considérablement le vin de Bordeaux. Et vous imaginez aussi l'impact économique que ça va avoir. Et ça, c'est en termes de politique publique, et même en termes, c'est quand on parle, on n'est même pas à l'échelle d'une vie humaine, on est à l'échelle de 2 décennies. Donc on est sur du court terme. Et ça implique surtout, ce scénario que je vous décris là, ça implique surtout qu'on ne dépasse pas les 2 degrés. Qui est 2 degrés qui aujourd'hui quand même fait partie des scénarios optimistes. Si effectivement les conséquences de 3 ou 4 degrés sont simplement aujourd'hui, même sur la région telle qu'on la connaît aujourd'hui, je vous le dis, sont impensables. C'est-à-dire que ça ne nous laisserait certainement pas le temps de nous adapter. Et le titre de notre talk aujourd'hui, l'inacceptable scénario du fossile, prendrait vraiment tout son sens. Alors oui, à la région, effectivement, on déploie toute notre énergie pour essayer effectivement d'éviter le mur climatique. On a fixé des objectifs ambitieux, il faut le dire, hein, de réduire notamment de 30% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. C'est au-dessus des engagements français et européens, mais c'est à la fois aussi parce qu'on est encore plus impacté que le reste, que les autres, même si on est dépendant évidemment de ce que vont faire les autres, mais il faut qu'on fasse notre part. La part des énergies renouvelables augmente bien, puisqu'on est à 20% aujourd'hui dans la région au niveau de la consommation finale, ce qui en fait une des premières régions françaises. Je pourrais continuer à vous détailler tous ces efforts-là, mais est-ce que c'est parfait ou est-ce que c'est absolument parfait ce qu'on fait? Évidemment non. Et j'ai la sincérité de le dire et je ne veux pas dire autre chose. Mais en tout cas, je vous assure qu'il y a la volonté politique. Et là, parce que on sait très bien et on sait précisément ce qui nous attend si nous échouons. Donc je vais conclure mon propos en rappelant l'importance d'un événement comme Océan Climax et effectivement en rappelant que la gravité de la menace qui effectivement aujourd'hui est là, ça nous oblige à nous hisser au-dessus, à mon sens en tout cas, des clivages artificiels qui divisent la société. On doit se retrouver sur l'essentiel. Et là, je reprends encore une fois quelque chose qui tient à cœur à Nicolas, c'est que sans solidarité, il n'y aura point de salut. Je vous souhaite un excellent festival et surtout des échanges très fructueux. Merci de m'avoir écouté. Alors, il va y avoir un petit passage tout à l'heure sur la désobéissance civile, mais je crois qu'il va y avoir une mise en œuvre concrète, imprévue. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un débat fort et animé dans la nouvelle région Aquitaine sur la question de la LGV. Nous avions un représentant de la région Aquitaine sur scène, et donc je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent... je ne sais jamais s'il faut donner la parole à des gens qui la prennent quand ils ne sont pas invités, même si la cause est belle, je ne sais pas. Oui, bien sûr, bien sûr.
Je suppose que de toute manière, si vous vous êtes déplacé, si vous voulez avoir la gentillesse de ne pas faire un discours fleuve, vous avez un propos à tenir. C'est juste que si on a une trentaine de causes représentées dans le village associatif. Si chacun monte sur scène, tiens, un jour, si vous avez envie, je vous engage à lire un petit livre très marrant qui s'appelle ONG. Et c'est tout un tas de gens de l'associatif qui, par un hasard d'immobilier, se retrouvent dans le même bâtiment et ils finissent par se foutre sur la gueule parce qu'ils veulent savoir si c'est la faim dans le monde qui est plus importante que... Donc venez sur scène. Et je pense que j'ai une idée du message que vous voulez porter. Trouvez quelqu'un qui veut nous dire un mot. Essayez juste de ne pas faire interminable, mais avec plaisir. Bonjour. Je vous présente Richard Lavin. Oui. Oui, voilà, nous avons tenu à intervenir aujourd'hui parce que nous voulons protester, et en particulier contre M. Rousset, qui veut absolument faire cette LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Il y a eu une commission d'enquête, une commission d'études qui s'est prononcée contre cette LGV, qui a donné un avis négatif, donc qui reconnaît que ce projet n'est pas un projet d'utilité publique. Et donc, d'autre part, on sait très bien que actuellement, ce projet qui se chiffre à 10 milliards d'euros pour Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax est pharaonique. Donc, il est hors de question pour nous que ce projet se fasse. Toutes les commissions qui se sont réunies jusqu'à présent ont donné des avis ou négatifs. La commission d'enquête, de toute façon, qui a fait l'enquête publique en 2014, elle a donné sa réponse en 2015, elle a donné un avis négatif. 28 commissaires enquêteurs se sont prononcés contre cette LGV. C'est la première fois que l'on voit ça contre un projet de cette envergure. Donc il est hors de question que ça passe en force. Ce projet, d'autant plus, n'est pas financé. Il n'y a pas l'ombre d'un centime, 10 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on nous dit on va construire les LGV, mais on n'a pas de sous. La SNCF actuellement est endettée à hauteur de 46 milliards d'euros. Ce projet va être destructeur parce que c'est 5000 hectares qui vont être détruits d'ici, entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Et nous, on se bat avant tout pour la réhabilitation du réseau existant qui est dans un état lamentable. Ça, de toute façon, les gens du sud-ouest le savent, surtout pour la ligne Bordeaux-Toulouse. Donc, nous tenons à protester. Et il est hors de question que ce projet se fasse. Monsieur Rousset, dans ses 10 années de lutte contre la LGV, qui ont quand même abouti à ce que la commission d'enquête donne un avis négatif, qui reconnaît donc que le projet est un projet, que ce n'est pas un projet d'utilité publique. On n'a jamais pu discuter avec monsieur Rousset, ou quasiment jamais. Et il veut absolument absolument que son bébé se fasse. Bon, il faut dire que de toute façon, on ne laissera pas faire. Il y a des recours actuellement qui ont été déposés, et plusieurs recours de la part des associations, de la part des élus, de la part de la communauté de communes de Bazas, de toutes les communes impactées, des associations, des sylviculteurs, des chasseurs, des grands vins de Bordeaux, du Sauternais. Donc ce projet, il ne se fera pas. Et ça, il faut quand même bien en être conscient. Alors, Alors, on ne va pas mobiliser la parole, on est très conscient de la manifestation dans laquelle on est, on tenait à dire ça, et maintenant on va vous laisser continuer, et on vous remercie de nous avoir laissé la parole. Merci. Merci beaucoup, c'est super fort. D'une association à une autre. Ça me fait une transition toute trouvée, donc évidemment je suis aujourd'hui dans mon rôle de modérateur et pas associatif, donc je ne dirai rien sur le fond. Si ce n'est que, voilà, je l'avais mentionné tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tous les projets de la région, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tous les projets de l'État, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Il y a des moments où on doit parler tous ensemble. S'il y a d'autres gens qui ont d'autres causes à mettre en avant de manière non prévue et non invitée, si vous pouviez le faire maintenant, ça m'arrangerait en termes d'organisation. Non, vous allez stresser Jean-Marc. Voilà. Il y a néanmoins un passage qui va être complètement raccord avec ça, puisque nous aurons tout à l'heure Tchetch de BC et d'Alternativement. On devait avoir aussi Sea Shepherd et Lamia Msali, notamment Sea Shepherd
promeut une idée comme quoi il y a un moment il faut agir. Toutes les ONG ont une stratégie de travail différente et toutes les associations aussi. Et l'insupportable, chacun il vient y faire face avec ses moyens, sa vision. Puisque je parle des moyens et d'une vision, je vais appeler sur scène une personne dont vous avez entendu parler. Je vais remercier Nicolas d'avoir parlé, je vais remercier le monsieur d'être venu. Une vision justement de ce tous ensemble, chacun à sa place, pas toujours tous ensemble. Mais dans tous les cas, quelqu'un avec qui je partage un certain nombre de valeurs bizarres mélangées de pragmatisme et d'idéalisme, de grande inquiétude et de grand optimisme. Et dans tous les cas, j'espère avoir la moitié de son énergie et de sa durée dans la conviction dans le temps. Voilà, il y a un monsieur qui se bat, qui justement lui aussi a subi énormément d'amour et quelques critiques parce qu'on voit bien qu'il y a engagé sa vie, sa passion, ses convictions. Il a vu très tôt son chemin de vie l'a amené à voir le mur dans lequel nous allions. Il a fait son propre chemin, un chemin que je nous engage tous. Si les gens en ont fait tous la moitié, ce sera pas mal. Mesdames et messieurs, Nicolas Hulot qui nous fait l'amitié avec Edgar Morin d'être le parrain de cette édition du festival. Beaucoup d'amour, je l'avais dit. Merci. Je voudrais simplement dire à ceux qui sont montés sur scène à l'instant qu'ils mettent le doigt sur quelque chose de très important au-delà de leur propre combat. C'est que la démocratie participative dans notre pays est une fumisterie. Et qu'il faut, quelles que soient les divergences d'opinion, il faut revitaliser le débat public, tenir compte en amont des différences d'opinion et des alternatives possibles. Ça évitera nombre de conflits et de crispations. Et ne pas faire des simulations de débat public alors que les décisions sont prises en amont et qu'à travers ces faux débats, en fait, on valide des décisions qui ont été prises en amont. Et qu'il y a une chose dont on doit s'affranchir, c'est cette espèce de gourmandise que nous avons à consommer inexorablement. Des terres agricoles par milliers d'hectares chaque année, nous devons sanctuariser les terres agricoles. Tout à l'heure, si j'ai bien entendu, tu as traité Philippe de fou. Et ça m'a fait penser à cette phrase de Camus qui disait « Celui qui désespère des événements est un lâche et celui qui a foi en la condition humaine est un fou. » Eh bien moi, je vous remercie tous d'être totalement cinglés. Et je vous invite à être fous et à opposer à l'indifférence l'espérance et à opposer à la résignation l'imagination. Et ce message vaut pour vous comme il vaut pour moi, tant la tentation du désespoir parfois est forte, mais nous ne pouvons absolument pas, à ce moment critique de notre civilisation, céder à notre pire ennemi qui est le fatalisme et la résignation. Et je vous remercie en tout cas de démarrer cette rentrée par ce fantastique vent d'espoir, message d'énergie positive qui, je l'espère, va s'amplifier comme un souffle géant et qui va faire en sorte, peut-être, soyons utopiques un instant, que ce grand moment de débat qui s'annonce n'oublie pas aussi que les enjeux que nous portons ne sont pas des enjeux optionnels, mais que ce sont des enjeux conditionnels. Tout ce que l'on nous promettra sera anéanti si nous ne prenons pas en compte et en charge les sujets climatiques, les sujets environnementaux et les sujets de biodiversité. Vous savez, je sais que vous allez décliner tous ces sujets pendant toute votre manifestation et que demain, vous allez aborder ces sujets par l'angle de la justice. Et vous savez, nous aspirons tous à des choses essentielles, la paix, la liberté. Eh bien, l'enjeu climatique, c'est la pierre angulaire
de la justice et de la dignité humaine. Parce que les conséquences de la crise climatique, c'est l'ultime injustice. L'ultime injustice dans un monde qui est déjà frappé de nombreuses injustices, mais dans un monde connecté, réactif, relié, où chacun, et c'est normal, aspire à une forme d'équité. C'est l'ultime injustice, pourquoi ? Parce que les conséquences des changements climatiques frappent prioritairement, et j'en ai été le témoin pendant 25 ans, je ne suis pas le seul ici, des hommes, des femmes et des enfants qui subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, et développement qui souvent s'est fait à leur détriment. Et donc simplement pour que l'on comprenne que ce n'est pas un simple enjeu environnemental, c'est un enjeu essentiel. J'avais le choix aujourd'hui entre plusieurs propositions. Et j'ai beaucoup hésité. J'étais invité à l'université du MEDEF, ça a été vachement sympa. À la Baule, au pique-nique avec les Républicains. À la fête de l'UMA, ça m'aurait bien plu. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de venir à Darwin. Simplement parce que je me disais que pour me reconnecter dans les perspectives qui viennent, ça allait être probablement plus efficace pour me redonner un tout petit peu d'énergie. Et puis simplement pour vous dire, là où vous ne m'attendez pas, je sais que toutes nos organisations sont apolitiques, mais je vais quand même vous dire pour qui il va falloir voter. La solidarité, la diversité, la dignité, l'humilité, la sobriété. Et puis également la vérité. La vérité parce que les mots sont importants, les actes sont importants. Ce qui s'est passé à Paris, ce moment d'œcuménisme universel où 196 États ont enfin fixé un cap. On ne peut pas bouder son plaisir. Enfin, je n'ai pas fait non plus des sauts de joie quand j'ai vu tous ces chefs d'État signer ce texte qui n'est en aucun cas contraignant. Mais je me suis quand même réjoui que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait autant de chefs d'État et peut-être la première expression d'un état d'esprit universel. Mais tout reste à faire. Parce que quand je dis que la vérité est importante, c'est qu'il ne faut pas tricher. Nous devons rentrer maintenant dans une exigence et surtout dans une grande cohérence. Et c'est le sujet notamment principal de vos débats et du propos de ce festival. Si l'on veut se donner la moindre chance de tenir ces engagements climatiques qui conditionnent tout ce qui a de l'importance à nos yeux, tous nos acquis de civilisation, nos acquis démocratiques, nos acquis sociaux et économiques pourraient être mis à mal, quand ce n'est pas déjà le cas, par la combinaison de la crise sociale et de la crise climatique. Si l'on veut se donner la moindre chance, ça se résume en une simple équation. Nous devons renoncer volontairement à exploiter les 2/3 des énergies fossiles que nous avons facilement accessibles sous les pieds. Je sais que l'expression « l'or noir » a été employée. Sommes-nous capables de renoncer volontairement à une telle ressource aussi juteuse et dont certains font profit depuis des décennies et espèrent faire profit encore en exploitant jusqu'à la dernière goutte qui est allée les chercher dans les profondeurs des océans et même parfois dans le passage du Nord-Ouest en Arctique. Serons-nous capables de ce geste-là? Mais si nous ne réussissons pas cet objectif,
si nous n'avons pas comme priorité de nous affranchir des énergies fossiles, toutes confondues. Et pour en sortir, pouvons-nous imaginer une seule seconde que si la communauté internationale continue d'allouer chaque année plus de 500 milliards de dollars d'exonération fiscale aux énergies fossiles, pouvons-nous imaginer un seul instant que nous allons passer du modèle énergétique basé sur les énergies fossiles à un modèle énergétique basé sur les énergies renouvelables? La réponse est non. La première priorité, basculer ces subventions sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique pour introduire un avantage compétitif à ce nouveau modèle énergétique. La deuxième chose, fixer ce fameux prix au carbone. J'ai contribué dans ma mission de 3 ans à créer un groupe de pays amis du prix du carbone. Oh, je sais que ça n'est pas très séduisant de parler de cela. Mais comment imaginer une seule seconde que les investissements privés vont se désinvestir de l'économie carbone si vous n'introduisez pas un handicap économique et une perspective d'un coût évolutif et progressif dans le prix du carbone? C'est la clé de ce basculement et c'est la condition pour que les pays émergents et plus encore les pays du Sud puissent à terme accéder à ces énergies, car il faut en faire tomber le coût. La troisième chose, c'est qu'il faut que la commande publique dans le monde, des collectivités locales, territoriales, régionales et nationales, qui représentent entre 30 et 40% de la production et de la consommation, s'alimente dorénavant à une économie bas carbone. Et enfin, parce que là aussi, je ne veux pas participer à une forme de mystification qui nous donnerait le sentiment que nous avons une chance de réussir la bataille climatique si dans le même temps, comme c'est le cas, nous baissons la garde sur la protection, mais plus que la protection, la réhabilitation de tous les écosystèmes. Comment imaginer un seul instant que nous allons d'un côté tenter de réduire nos émissions de gaz à effet de serre anthropiques, mais que dans le même temps, nous laissons des centaines de millions d'hectares de forêts, de zones humides ou de sols se dégrader et restituer brutalement à l'atmosphère des millions de tonnes de CO2 ou de méthane. Si nous ne mettons pas simultanément l'effort, l'accent, l'énergie, les moyens, les investissements sur ces deux stratégies, nous perdrons la bataille du climat. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y aurait une double vertu à faire en sorte que les subventions que nous avons jusqu'à présent allouées aux énergies fossiles et les recettes que nous allons pouvoir tirer de cette fameuse taxe de carbone puissent aller directement dans les pays du Sud. Dans les pays du Sud, pourquoi? Pour les payer pour restaurer les sols, pour les payer pour restaurer les mangroves, pour les payer pour restaurer les zones humides, pour les payer pour restaurer les massifs forestiers et de fait protéger la biodiversité. Voilà les moyens. Se fixer un cap est une chose, se doter d'une boussole ou des instruments pour parvenir à cet objectif est beaucoup plus important, et c'est là que nous devons évidemment prioritairement mettre l'accent. Quelqu'un disait tout à l'heure, ou nous rappelait, comme on le sait, que nous avons visiblement changé d'ère géologique. Nous sommes passés peut-être dans l'Anthropocène, l'ère de l'humanité. On pose souvent la question de savoir si c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous sommes devenus notre propre facteur déterminant. Je ne sais plus quel philosophe disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». Mais un autre disait « L'avenir de l'humanité est incertain parce qu'il dépend d'elle ». Mais il y a deux lectures, effectivement. Nous avons encore les cartes en main. Nous pouvons décider de l'avenir. Mais encore faut-il que
justement, nous ne cédions pas à l'indifférence. Encore faut-il que nous étions notre imagination, notre créativité débordée probablement jusqu'aux frontières de l'utopie. Encore faut-il que chacun d'entre nous, moi, vous, ici, là-bas, ailleurs, prenions notre part à cette fameuse métamorphose auquel nous appelle Edgar Morin. Edgar Morin qui lui-même résumait tellement bien dans cette phrase notre propre contexte en disant « Nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants ». Eh bien, c'est cela l'enjeu magnifique auquel nous sommes appelés, donner du sens au progrès. Ce n'est pas de plus de technologie dont nous avons besoin, c'est plus de sens. Et je voudrais terminer en vous disant, imaginez, parce que c'est vrai qu'il faut trouver le juste ton en étant trop pessimiste, mais enfin, à force de tamiser la réalité, on ajourne toujours la mutation, et puis il y a toujours plus urgent. Mais il faut aussi se dire que peut-être cette injonction qui nous tombe du ciel, l'enjeu climatique, entre autres, peut-être qu'elle arrive à point nommé. Parce que imaginez qu'à cause de la contrainte climatique, on aille plus vite vers un monde basé notamment sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Au-delà des effets que cela aura sur les équilibres climatiques, cela aura un effet tout au moins largement aussi important et dont on n'a pas mesuré les conséquences. Est-ce qu'il ne nous a pas échappé que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des conflits auxquels nous avons assisté étaient plus ou moins liés, d'une manière avouable ou dissimulée, à l'approvisionnement en énergie fossile, pétrole, gaz ou charbon. Dit autrement, si demain nous n'avons plus besoin de ces énergies détenues par quelques puissances et qui ont été la source de tant de conflits. Je voyais hier soir, puisque l'on parle de dignité, ces 200 Sahraouis que tout le monde ignore ici à Bordeaux et qui sont menacés dans les 2 mois d'expulsion. Pourquoi est-ce que l'on ne reconnaît pas de terre à ces Sahraouis? Simplement parce que dans leur sol, entre autres, il y a du pétrole. Et le jour où on n'aura plus besoin de pétrole, peut-être que là aussi, ça changera la donne. Mais quand chaque région, chaque commune, chaque État, qu'il soit émergent, en développement ou puissant, pourra produire, grâce au vent, au soleil, aux marais, au courant, à la géothermie, à la biomasse, que sais-je encore, sa propre énergie. Mais vous allez rétablir l'équité, l'équilibre des forces. Plus personne n'aura besoin de baisser les yeux. Et vous, probablement, soustrairez autant de sources de conflits. Et tout ça pour dire que cette paix à laquelle nous aspirons tous, mais dont nous découvrons que pour finir, dans l'existence de l'humanité, la paix n'est pas la norme. Elle est l'exception et nous avons vécu une parenthèse enchantée pour notre propre génération. Mais si nous voulons que cette parenthèse se poursuive, justement, eh bien on ne peut pas ignorer ces enjeux-là. Il y a un nouveau modèle économique à construire. Oh, grande phrase. Mais croyez-moi, tout a été écrit sur le modèle économique de demain et sur le modèle énergétique. Mais la seule chose, il faut s'ouvrir au changement. À force de reproduire, de répéter, de revouloir un modèle basé sur une croissance exponentielle qui promet à chacun d'entre nous de satisfaire des besoins infinis avec des ressources qui, elles, sont finies. Non, ce malentendu, cette mystification ne pourra pas se poursuivre. Je voudrais simplement terminer ce propos improvisé en faisant un souhait, un vœu, que de cette petite salle, mais en même temps grande conscience ici, naisse pour les mois à venir un état d'esprit, une conscience, une créativité,
une générosité, une tolérance et une exigence qui enflamment les débats que nous avons devant nous. Merci beaucoup. Bon. Alors pour tous ceux d'entre vous qui connaissent un peu Nicolas, c'est assez curieux parce qu'il est toujours dans la lumière, mais il est très pudique. Vous allez finir par le gêner. Nicolas, écoute, tu étais venu pour te refiler la patate. Il y a déjà un avantage, c'est que tu nous l'as filé à nous. Donc, je sais pas, on parlait de l'effet papillon tout à l'heure. Écoutez, Nicolas nous a mis directement dans le bain. Tu as cité Camus tout à l'heure et la folie de Philippe et celle, j'espère, de tous ceux qui sont ici. Et notre croyance dans l'humain. Il y a un truc qui te caractérise, le dernier rapport d'activité de Surfrider. On avait cité René Char, on avait dit la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Voilà, on est tous obligés de devenir lucides, mais on n'est pas aussi obligés d'être tous inquiets. Merci pour le gros coup de boost. On est en plein au cœur de ce qu'on voulait. On va vous parler de la sortie du fossile dans ces forums. On va vous parler de la désobéissance civile. On en a déjà vu ici. On va vous parler des alternatives. On va vous parler du débat public, la vaste fumisterie. On va parler de l'acceptabilité qui doit en être. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on l'a dit. L'année dernière, on avait mis les débats des forums sous le vivre ensemble et on avait Hubert Reeves comme parrain. Cette année, on a Edgar Morin et toi, on est plutôt contents, on est assez bénis en fait. Tout ça, ça va servir à quelque chose. Demain à 16h, Edgar Morin nous rejoindra et il va, avec nous, profitant de cette plateforme d'énergie, de cette frite, de cette patate que tu nous donnes ce matin et de ce qu'on veut en faire, je vais en parler, lancer l'alerte de Darwin. Donc l'alerte de Darwin, on va vous en parler au fur et à mesure des forums. On va utiliser toute la matière vive, la matière cérébrale, l'énergie, les sourires, les inquiétudes, les coups de gueule, le plaisir à écouter de la musique, tout ce qui va se passer dans le festival pour relancer une énergie qui n'est pas prête de s'arrêter. Je t'invite, Nicolas, à aller avec Antidia, qui est juste là, signer l'alerte de Darwin. Ta fondation, la fondation Nicolas Hulot, s'est déjà engagée. On en parlera demain. Il y a déjà plus d'une trentaine d'organisations qui sont engagées. Tu voulais pas le faire devant On va la signer là. Le deuxième Nicolas au service de l'institution, il en a pris plein la face, il est habitué, je pense qu'il a le droit de signer l'alerte aussi, parce qu'il nous avait fait un beau discours. Là. Il est habitué, je pense, en politique, à prendre des coups et en même temps à proposer des idéaux. C'est Antidia, on a une deuxième signature. Voilà. Et puis, moi, Nicolas et Hulot, il est super sympa, c'est moi qui dois enchaîner derrière. On va laisser faire quelques photos. C'est aussi ça, le monde dans lequel on vit.